Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de chimie proposé par Optimal Subsp et aujourd'hui nous allons parler de la cinétique chimique macroscopique. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser donc à la cinétique chimique? En fait, ce qu'on fait en général en chimie, c'est de l'étude thermodynamique. On s'intéresse à l'état initial du système et à l'état final du système. Mais par contre, cette thermodynamique ne nous permet d'obtenir aucune information sur le déroulement de la réaction au niveau microscopique, ni sur le temps de réaction. Alors, en quoi est-ce que c'est utile d'étudier la cinétique? Ça l'est dans la mesure où ça va nous permettre de prévoir le temps nécessaire à la réalisation d'une réaction, et je vous laisse deviner à quel point c'est important dans l'industrie. Et ça nous permet de plus d'étudier en fait les mécanismes réactionnels. Alors, dans un premier temps, nous allons voir quels sont les concepts fondamentaux pour l'étude de la cinétique chimique, puis dans un deuxième temps, nous verrons quelles sont les méthodes expérimentales qui permettent d'avoir accès à la vitesse de la réaction, puisque la cinétique chimique, c'est l'étude dynamique d'une réaction. Puis dans une troisième partie, nous verrons l'analyse des résultats expérimentaux, comment est-ce qu'on peut faire pour, à partir des résultats qu'on a obtenus d'une expérience, comment est-ce que, à partir des courbes, on pourra obtenir la vitesse de la réaction, les concentrations des espèces aux différents instants. Puis dans une dernière partie, nous verrons quelle est l'influence de la température, ce paramètre déterminant, dans l'étude cinétique des réactions. Alors, tout d'abord, les concepts fondamentaux. Alors, le système étudié. Alors évidemment, on ne va pas s'intéresser à des systèmes trop compliqués dans un premier temps. Donc on va travailler sur des systèmes qui sont fermés, c'est-à-dire sans échange de matière avec l'extérieur. On va travailler sur des systèmes qui sont isothermes, c'est-à-dire à température constante, lorsqu'on fait la réaction. On va s'intéresser à des systèmes qui sont isolés, c'est-à-dire sans transfert thermique ni mécanique avec l'extérieur, et à des systèmes homogènes, donc une seule phase. Alors, comment est-ce qu'on va définir en fait cette vitesse de réaction, ou plutôt ces vitesses au pluriel de réaction? Alors, considérons une équation générale chimique, alpha plus bêta B donne gamma C plus delta D, avec alpha, bêta, gamma et delta, les coefficients stoichiométriques associés à chacune des espèces. Si on note Na, Ni de T en fait, la quantité de matière de n'importe laquelle de ces espèces au cours du temps, on peut très bien définir une première vitesse de réaction comme la vitesse de réaction qui vaut la dérivée de la concentration de l'espèce considérée à l'instant T. Le problème de cette définition, c'est que on a plusieurs vitesses pour une même réaction. Et ça, c'est un vrai souci, puisque en pratique, une réaction, elle ne va qu'à une seule vitesse. Donc on aimerait avoir une version générale de cette vitesse. Alors, on a eu VI égale D2NI sur DT, ça c'est dans le cas des produits. Dans le cas des réactifs, ici PI, dans le cas des réactifs, on met un signe moins pour avoir une vitesse négative, qui correspondrait donc à la disparition d'un produit. Ce qui se passe ensuite, c'est que qu'est-ce qu'on a fait pour pallier à ce premier souci? On a introduit, en fait, les coefficients stoichiométriques dans la définition de cette vitesse de réaction. Donc, en fait, cette vitesse de réaction, on la définit par 1 sur nuit d de ni sur dt. Avec nuit, le coefficient stoichiométrique algébrique associé à l'espèce en question, c'est-à-dire coefficient stoichiométrique algébrique, sous-entendu alpha et bêta seront négatifs puisque associés au réactif, et gamma et delta seront positifs car associés au produit. On a toujours un problème dans cette définition, bien qu'elle soit plus homogène que celle-ci. Le souci de celle-ci, c'est que les quantités de matière, elles rendent la comparaison de deux systèmes différents très peu aisé. C'est-à-dire que si jamais on a deux quantités de matière initiale différentes pour la même réaction, et qu'on fait cette réaction pour une quantité de 10-2 molaires pour l'espèce de départ et 1 mol par litre pour la deuxième réaction, on va avoir deux vitesses de réaction qui seront pourtant associées à la même réaction, ce qui n'est donc pas vraiment adapté. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est la dernière étape. En fait, on a introduit le volume de solution,
qui sera considéré constant dans toute la réaction, ce qui va permettre d'avoir accès à des concentrations, et non plus à des quantités de matière, puisque si jamais on faisait les réactions avec 1 mol de réactif ou 10-2 mol de réactif, on avait 2 vitesses différentes. Ici, on rapporte donc cette nouvelle vitesse au volume. Et cette première définition, elle est déjà plus adaptée, puisque comme je vous l'ai dit, les concentrations vont permettre d'avoir quelque chose de plus homogène si jamais on veut comparer plusieurs types de réactions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière des modifications, ça a été de ne plus travailler sur les quantités de matière associées à chacune des espèces, mais en fait à l'avancement de la réaction. Puisque si on écrit le tableau d'avancement à un instant t, on va avoir A0, alors plus moins alpha xi. Ici, on va avoir B0 moins bêta xi. Et la même chose ici. Ici, on va avoir C0 plus gamma xi. Et ici, on va avoir D0 plus delta xi. Ainsi, si on rapporte cette vitesse de réaction, finalement, et qu'on l'étudie sous la forme d de xi sur dt, on va finalement pouvoir avoir une vitesse de réaction qui sera proprement définie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on travaille en fait à volume constant, si jamais on veut, ça c'est la vitesse globale de réaction. Si jamais on veut les vitesses de formation ou de disparition de chacun des réactifs, on peut alors les écrire. Prenons par exemple A. Donc la vitesse de disparition de A, on va l'écrire moins 1 sur son coefficient stoichiométrique, alpha, d de A sur dt, puisqu'on est à volume constant. Même chose pour la vitesse de formation, donc je ne sais pas, prenons C, qui vaut, donc ici, 1 sur gamma, la dérivée de C sur dt. Voilà pour le début et pour ces quelques définitions de vitesse de réaction. Maintenant, intéressons-nous à, en fait, plutôt aux équations empiriques de vitesse de réaction. Et en fait aussi à la notion d'ordre. Dans certains cas, certaines réactions chimiques, en fait, on peut écrire leur vitesse sous la forme R, qui vaut K, une constante de vitesse. Cette constante de vitesse, c'est une fonction de la température et du milieu. C'est une grandeur dimensionnée dont on verra en fait l'unité dépend de l'ordre, mais on verra ça un peu plus tard. Et si on peut écrire cette réaction sous la forme, cette vitesse de réaction sous la forme, K, donc fois le produit des réactifs, avec chacun des réactifs une puissance MA, avec MA et MB, en fait ce sont des coefficients qu'on détermine expérimentalement, qui peuvent être très bien positifs, négatifs, entiers, demi-entiers, et chacun de ces coefficients est appelé en fait ordre partiel par rapport à l'espèce en question. Et en fait on va poser M, qui vaut la somme de MA plus MB, et qui s'appelle en fait l'ordre global de la réaction. Alors, tout de suite, avant de faire une erreur classique, il n'y a pas de relation particulière a priori entre MA, MB et alpha et bêta. Seulement dans certains cas particuliers que on verra dans un chapitre ultérieur, MA et MB ont des relations avec alpha et bêta, mais en général, il n'y en a pas. On peut prendre par exemple la réaction, donc 4 O2 gazeux plus 2 pH3 gazeux qui donne P2O5 solide plus 3H2O liquide. Cette réaction, sa loi de vitesse, elle s'écrit donc K fois la concentration en pH3 fois la concentration en dioxygène, le tout à la puissance 1,5. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun lien entre les coefficients stoichiométriques et les ordres partiels. Dans certains cas,
on a un ordre de la réaction qui peut être initial, mais pas courant. Donc il faut savoir faire la différence entre ces deux notions. L'ordre initial, ça veut dire qu'au départ, au début de la réaction, quand on a très peu de produit qui s'est formé, on a un ordre. Mais par contre, quand la réaction après débute, on n'a plus d'ordre. Donc attention à faire la distinction entre ordre global et ordre initial, mais nous verrons ça plus en détail dans la deuxième partie, que nous allons aborder tout de suite. Alors maintenant, intéressons-nous aux méthodes expérimentales qui permettent en fait d'avoir accès à ces vitesses de réaction, les concentrations. Alors tout d'abord, il y a les méthodes physiques. Donc les méthodes physiques, la plupart, en fait, elles permettent de mesurer l'évolution temporelle d'une propriété physique du système. Typiquement, ça peut être par manométrie, c'est-à-dire suivi de la pression totale du milieu, ou par dilatométrie, c'est-à-dire par mesure de la variation de volume au cours de la réaction, ou alors encore des mesures électriques, type conductimétrie et potentiométrie, ou des mesures optiques, type spectrophotométrie ou réfractométrie. Quels sont les avantages de ces méthodes physiques? En fait, elles ont l'avantage d'être très simples, en général très rapides, et on les aime beaucoup dans l'industrie dans la mesure où on peut en fait automatiser la collecte des données. De plus, on n'a pas à interférer avec le milieu réactionnel, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, les vrais soucis, c'est que impossible d'obtenir la concentration des espèces à l'instant T. Et en plus de ça, on a des erreurs qui sont assez importantes en général sur les mesures. Donc c'est pour ça qu'en général, on utilise plutôt des méthodes chimiques qui, elles, permettent la détermination de la concentration de l'espèce I à l'instant T. C'est-à-dire typiquement par des dosages acido-basiques, redox, par précipitation, par complexation. On a vraiment plein de possibilités pour déterminer ces concentrations. Par contre, le souci, c'est que, en général, pour déterminer ces grandeurs, on va avoir besoin d'une trempe. C'est-à-dire que, pour les méthodes chimiques, on va avoir besoin que l'examinateur interfère avec le milieu réactionnel, c'est-à-dire qu'il va falloir prélever une partie du milieu réactionnel, faire des études dessus. Le souci, c'est que si jamais cette réaction, elle se poursuit pendant que l'examinateur retire l'échantillon du milieu, on va avoir des soucis au niveau des mesures. Donc c'est pour ça qu'en général, on peut utiliser souvent ces trois méthodes. La dilution, comme la vitesse est fonction croissante de la concentration, si on dilue, on va arrêter nettement la réaction. Même chose pour le refroidissement, la cinétique est une fonction croissante de la température. Si jamais on diminue la température brutalement dans l'échantillon, la réaction va s'arrêter, et ce qui va nous permettre de prendre notre temps pour prendre les mesures nécessaires. Ou alors on a encore cette méthode, la disparition d'un réactif ou d'un catalyseur. C'est typiquement le cas quand on a une réaction qui doit se faire en catalyse acide ou basique. En utilisant un tampon, on va changer le pH drastiquement du milieu, ce qui va permettre d'arrêter directement la réaction. Par contre, il va falloir faire attention à ce que l'espèce d'intérêt ne soit pas sensible à ce changement de pH. Donc voilà pour ce qui est des méthodes expérimentales. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour analyser ces résultats expérimentaux. Alors, la méthode la plus ancienne et celle qui est très peu utilisée aujourd'hui, mais qui a le mérite de bien présenter le fonctionnement, c'est la méthode différentielle. Alors, comment fonctionne cette méthode différentielle? En fait, on part de plusieurs concentrations initiales du réactif, donc de 1 à 3, avec 1 le plus concentré, et en fait, on va mesurer la vitesse à différents moments au cours de la réaction. Cette vitesse qu'on note, qui est notée ici RA, RB ou RC, en fait c'est la pente de la tangente à la courbe au point considéré. Donc on va pouvoir mesurer pour chacun de ces points, on va pouvoir mesurer la pente de la tangente et donc la vitesse de la réaction à un instant T. Ensuite, on va reporter en fait ln de R, donc ln de la vitesse de la réaction, en fonction de ln de R, la concentration, grand R, la concentration qu'on avait mis au départ. Alors pourquoi est-ce qu'on porte ln de petit r en fonction de ln de grand R? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, l'expression de la vitesse, elle est de ce type-là. R, ça vaut en fait le produit de Kr fois la concentration du réactif en question à la puissance n, avec n en fait l'ordre associé à ce réactif. Et l'avantage, c'est que quand on passe au ln, en fait, on obtient une représentation qui est censée être linéaire entre ln de petit r et ln de grand R. Si cette relation elle est linéaire, on a bien un ordre associé au réactif R qui va se trouver directement par la pente de cette droite, qui vaut n, et l'ordonnée à l'origine va nous permettre d'avoir accès à ln de la constante de vitesse de cette réaction, ce qui va donc nous permettre de mesurer la vitesse de cette réaction. Alors, le souci, c'est que dans cette méthode, alors, ce qui est bien, c'est qu'on va... Alors, d'abord, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de déterminer l'ordre de la réaction, n, ce qui est vraiment intéressant. De plus,
comme on fait des mesures de la vitesse à l'état initial et de la vitesse à différents instants t, on a l'ordre initial et l'ordre courant, ce qui est vraiment très intéressant. Par contre, le vrai souci, c'est qu'on a besoin d'un très très grand nombre de mesures pour être précis, puisque la tangente, ce n'est qu'une approximation de la vitesse. Donc il nous faut beaucoup de mesures, surtout au départ, pour avoir des valeurs qui sont assez précises. Le souci, c'est que, en général, on a KR qui va avoir une très mauvaise précision, et donc on a une valeur de la constante de vitesse qui est en général mauvaise. C'est pour ça que on passe en fait à une autre méthode qui s'appelle en fait la méthode des vitesses initiales. Alors après avoir vu la méthode différentielle, on a en fait utilisé qu'une seule partie de l'étude de la méthode différentielle pour en fait étudier nos réactions, et en fait ça s'est appelé la méthode des vitesses initiales. Donc l'étude qu'on a fait pour la méthode différentielle, en fait on ne l'a fait plus que pour simplement les vitesses initiales. Donc l'avantage de ne la faire que pour les vitesses initiales, c'est qu'on a un nombre de mesures qui est bien plus limité. Le seul souci, c'est qu'on a toujours la valeur imprécise de KR, puisqu'on a le même problème que dans la méthode différentielle. Et le vrai souci maintenant, c'est que l'ordre courant est-il égal à l'ordre initial? Impossible de le savoir, puisqu'on ne s'intéresse qu'aux vitesses initiales. Mais ça a l'avantage de déjà nous permettre de savoir si la réaction admet un ordre à l'état initial ou non. Une autre méthode très utilisée, c'est la méthode d'intégration. Alors cette méthode d'intégration, elle nécessite deux hypothèses. La première, c'est que la réaction doit admettre un ordre global, c'est-à-dire que l'ordre initial doit être égal à l'ordre courant, donc ça doit être vrai tout le temps. Et de plus, il faut que l'ordre par rapport à chacun des réactifs soit entier, soit demi-entier. Donc comment est-ce que ça se passe? En général, en fait, on suppose que la réaction admet un ordre, on essaye de base 1 ou 2 déjà, on suppose que la réaction est d'ordre 1 ou d'ordre 2, et moins généralement, on peut aussi essayer l'ordre 0, l'ordre 1,5 et l'ordre 3,5, et ainsi que l'ordre 3. Donc comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on va étudier la loi de vitesse associée à l'ordre considéré, on va intégrer cette relation, et on va tracer un paramètre en fonction du temps, et voir si ça nous donne une droite. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Pour un ordre 0 par rapport à un réactif, c'est-à-dire qu'on aurait une loi de vitesse qui s'écrirait V égale moins d de R sur dt, qui vaut donc K, puisque l'ordre est 0. C'est typiquement le cas de la nitration du benzène, donc la réaction proposée ici, elle est d'ordre 0 par rapport à l'acide nitrique, et cette réaction, en fait, on l'intègre, et quand on l'intègre, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne R de T égale R0 moins KT. Donc cette relation, en fait, si jamais on trace la concentration de notre espèce de départ en fonction du temps, on va avoir comme ordonnée à l'origine la concentration initiale de l'espèce, et la pente nous donnera directement accès à la constante de vitesse, ce qui nous permettra de vérifier que, si c'est une droite, la réaction est bien d'ordre 0, et la pente nous donnera accès à la constante de vitesse. Même chose pour l'ordre 1. Si jamais c'est un ordre 1, c'est la réaction typiquement que je vous ai proposée ici, c'est la décomposition du pentaoxyde d'azote en phase gazeuse. Cette vitesse, elle s'écrit moins d2R sur dt, et ça vaut KR. Ça, on peut l'intégrer par la méthode de séparation des variables, ce qui nous donne accès à ln de R qui vaut moins KT. Qu'est-ce qu'on doit tracer ici? En fait, on doit tracer ici le logarithme de la concentration sur la concentration initiale du réactif en fonction du temps. Si jamais cette représentation nous donne une droite, la réaction est bien d'ordre 1, et la constante de vitesse se trouve par l'opposé de la pente. Même chose pour l'ordre 2. Que se passe-t-il pour l'ordre 2? On a la même relation, KR au carré, qui s'intègre en 1 sur R de T égale 1 sur R0 plus KT. Même chose ici, on représente l'inverse de l'évolution de la concentration en fonction du temps, que l'on mesure avec des méthodes physiques ou chimiques, en fonction du temps, et directement la pente nous donnera accès, si jamais c'est une droite, la réaction est d'ordre 2, et la pente nous donne accès directement à la constante de vitesse. Alors, j'ai oublié de le préciser ici, mais
ce qu'on veut voir, c'est aussi l'unité de k, parce qu'il faut faire attention, ça dépend complètement de l'ordre considéré. L'unité de k ici, on voit que c'est censé être en... alors, ici, on a des concentrations, donc on veut forcément ici quelque chose en... Il nous faut une concentration par un temps, donc forcément, dans ce cas-ci, k s'exprime en mol par litre par seconde, pour avoir quelque chose d'homogène. Ici, on va directement avoir, on veut quelque chose sans unité, donc ici, on veut forcément que k soit en seconde moins 1, ou minute moins 1, ou heure moins 1, ça dépend complètement de l'ordre de grandeur du temps de vos réactions. Et ici, on veut que ça soit l'inverse d'une concentration, donc forcément k doit être en litres par mol par seconde, pour qu'on ait bien le bon paramètre, la bonne homogénéité. Alors, une autre méthode très utilisée, c'est la méthode du pseudo-premier ordre, aussi appelée la méthode de dégénérescence de l'ordre. Donc, comment ça se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on met l'un des deux réactifs en grand excès devant le second. Donc, la loi de vitesse, en fait, elle va s'écrire V équivaut moins d2R sur dt, va s'écrire la constante de vitesse fois A fois B. Mais si B a été introduit en quantité très importante devant A, bah en fait la quantité de B elle va quasiment rester constante en fonction du temps. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une constante de vitesse apparente fois, en rentrant la concentration de B0 qui est une constante dans la constante de vitesse, on obtient une nouvelle constante de vitesse Kap, qui va nous permettre en fait d'avoir un pseudo premier ordre, puisqu'on a bien un ordre 1 par rapport à A. Ce qui va permettre de déterminer l'ordre, si jamais en traçant de la même façon qu'ici, cette relation, en fonction du temps, on trouve bien une droite, on saura qu'on a un ordre 1 par rapport à A, et on pourra faire la manipulation inverse pour avoir la même chose sur B, et voir si son ordre est 1 ou autre. Alors voilà pour cette partie, on va maintenant s'intéresser au temps de demi-réaction. Il ne nous reste plus que le temps de demi-réaction à étudier, qui est encore une autre méthode d'analyse des résultats expérimentaux. En fait, ce temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié du réactif, la moitié de la quantité de matière, ou la moitié en fait, quand la concentration de l'espèce en question a atteint la valeur moitié de sa concentration initiale. Donc, en quoi est-ce que cette valeur est importante? En fait, cette valeur elle est importante parce que si jamais on l'injecte dans les lois de vitesse qu'on a démontrées précédemment, on trouve ces valeurs-ci pour les différents temps de demi-réaction. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, l'étude de ce temps de demi-réaction permet d'avoir une idée de l'ordre en question. Sous-entendu ici, on voit que si jamais on augmente la concentration en réactif, donc si on fait plusieurs fois la réaction en augmentant la concentration initiale en réactif, et qu'on voit que le temps de demi-réaction augmente, on pourra en déduire que ça ressemble à un ordre 0. Si jamais, même en augmentant la concentration ou en la diminuant, il n'y a aucun changement, bah on en déduira que c'est forcément un ordre 1. Si par contre, le temps de demi-réaction il est inversement proportionnel à la concentration qu'on met au départ en réactif, dans ce cas-là, on pourra voir que c'est un ordre 2. Il ne nous reste maintenant plus qu'à voir l'influence de la température sur la cinétique de la réaction. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la température? Comme je vous l'avais dit au début, en fait, la température, c'est un paramètre cinétique très important dans la mesure où, à cause de l'agitation thermique, les molécules vont s'agiter et vont avoir tendance à plus réagir les unes avec les autres. Ce qui fait que quand on augmente la température, on augmente la proportion de molécules réactives dans le milieu et donc on augmente la vitesse de la réaction. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Boltzmann, au 19e siècle, a montré cette relation que la dérivée du logarithme de la constante de vitesse d'une réaction par rapport à la température, ça valait l'énergie d'activation de la réaction sur RT carré. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cette relation. En fait, Arrhenius, un peu plus tard, toujours au 19e siècle, a montré c'est une relation empirique, et il a montré que cette relation était souvent vérifiée pour beaucoup de systèmes chimiques, et donc cette relation, c'est la constante de vitesse vaut A exponentielle, donc A, le facteur pré-exponentiel, qui a donc l'unité de la constante de vitesse, dépendant de l'ordre en question,
exponentielle de moins EA sur RT, avec EA l'énergie d'activation, qui s'exprime en joules par mol, R, la constante des gaz parfaits, en joules par Kelvin par mol, et T, la température en Kelvin. Et en fait, cette relation, on peut voir que ce n'est qu'une intégration de cette relation-ci. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir déterminer cette énergie d'activation. Parce que connaître la barrière d'énergie nécessaire pour qu'une réaction se réalise, ça permet une étude précise des mécanismes réactionnels qui sont mis en jeu dans cette réaction. Donc si jamais on passe au ln la relation d'Arrhenius, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve une relation linéaire. On est censé trouver, si la constante de vitesse suit la loi d'Arrhenius, on est censé avoir une relation linéaire entre ln de k et 1 sur t. Donc le tracé de ln de k en fonction de 1 sur t, il est censé donner une droite de pente moins EA sur R, qui permet donc d'accéder à la valeur de EA, et d'ordonner à l'origine ln de A, qui permet d'accéder à la valeur de ce facteur préexponentiel. Donc, on se sert beaucoup de cette relation pour déterminer, comme je viens de vous le dire, l'énergie d'activation, mais on s'en sert aussi beaucoup pour déterminer la constante de vitesse d'une réaction à une autre température que celle à laquelle on vient de faire la réaction. C'est-à-dire que si jamais on applique la relation d'Arrhenius aux deux températures en question pour la même réaction, on a ces deux relations-ci avec A' et EA', les énergies d'activation associées à la réaction réalisée à T2, la réaction réalisée à T2. Mais en fait, ce qu'on fait souvent, c'est que comme on parle de la même réaction, cette énergie d'activation, on la suppose indépendante de la température. Donc en fait, on suppose que c'est la même énergie d'activation aux deux températures. Et ce A', en fait, on suppose que ce facteur préexponentiel, il est lui aussi indépendant de la température. Ce qui permet en fait de faire le rapport entre ces deux grandeurs, et le rapport entre ces deux grandeurs nous permet en fait d'avoir directement accès à la constante de vitesse à une température T2 en fonction de la constante de vitesse à une température T1. En connaissant EA et les deux températures en question, puisque R est une constante. Donc je pense que nous avons terminé sur ce sujet. Vous avez maintenant tous les outils pour aborder les différents problèmes de cinétique chimique macroscopique. Il restera à voir dans un prochain temps les réactions complexes, qui se feront probablement dans une autre vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous retrouverai très probablement dans une autre vidéo.